Lama. Votre Sainteté, vous êtes né en 1935, ça veut dire que vous avez 61 ans. J'aimerais savoir quelle est votre origine. Que faisaient vos parents, par exemple? Que faisait votre famille? Eh bien, mes parents, en tout cas, quand j'habitais avec eux, c'était des petits paysans dans un village. Il faut voir que le lama précédent, le Taksel Lama, était né dans la même famille. Alors, en fait, mon frère aîné est également une réincarnation d'un lama. C'est-à-dire que dans la même famille, nous avons plusieurs lamas, pour ainsi dire. À ma naissance, la situation économique qui prévalait était plutôt bonne parce que nous avions certains égards, mais c'est une famille modeste à part ça. Il y a une chose dont je me souviens encore. Ma mère était une véritable experte boulangère. Elle savait faire toutes sortes de pains, de toutes formes et de toutes tailles différentes. Et puis, ça, c'est une chose dont je me souviens. Et puis, un souvenir peut-être affectif. Ma maman était très gentille, très bonne. Elle avait un très grand cœur. Quant à mon père, lui, il n'était pas, disons, aussi bien tempéré. Il était, disons, susceptible de s'énerver facilement. Alors, voici... Votre Sainteté, décidément, votre destin a quelque chose de tout à fait unique dans ce monde. Permettez-moi de vous demander quelques souvenirs de votre enfance, de votre jeunesse, puisque dès le plus jeune âge, on vous a préparé à assurer votre fonction future. Est-ce que vous avez cependant eu une vie d'enfant? Est-ce que vous avez pu avoir les mêmes joies que d'autres camarades? Est-ce que vous avez été un enfant dans votre vie? Il faut dire que mes souvenirs d'enfance sont peut-être assez loin, mais mes souvenirs les plus heureux, en tout cas, lorsque j'étais enfant, bien entendu, il ne faut pas oublier que, comme j'étais enfant, la mère jouait un rôle très important dans ma vie, et la vie religieuse également. Mon frère aîné, comme je l'ai dit, s'occupait également de moi. Donc ça, ce sont des souvenirs d'enfance très heureux. Mais j'avais aussi un tuteur qui était très prévenant, qui s'est occupé de moi comme d'un ami, avec beaucoup de sollicitude. Évidemment, on m'a aussi montré quelquefois l'aspect noir des choses. Moi, j'avais quelquefois un peu peur de mon tuteur lorsqu'il avait l'air sévère. Ça pouvait arriver aussi, parce que c'était quand même quelqu'un qui devait m'enseigner des choses, et j'en avais quelquefois peur, faut dire. Ça, c'était les acteurs de mon enfance. Et puis, je me rappelle que en hiver, il y avait des pratiques de partir en retraite pendant 3 mois ou 1 an. Et au cours de ces retraites, c'était des sessions un peu longues, on passait son temps à méditer. Alors moi j'étais gamin, et je ne m'intéressais pas beaucoup à la méditation, il faut dire. Bon, ça c'était peut-être des souvenirs plus laborieux. Et puis j'avais ce fameux maître qui était quand même mon ami, mais qui était sévère. Et puis je m'ennuyais. C'était barbare, hein, ces séances de méditation qui n'en finissaient pas. Et puis, maintenant que vous m'en parlez, je me rappelle également les chants. Il y avait beaucoup de chants tibétains. Et je me rappelle notamment au coucher du soleil, les gens rentraient chez eux avec leurs bêtes, leurs animaux,
Et puis il chantait. Et alors, je me rappelle d'une petite chambre où j'habitais, qui était une pièce assez obscure, puis il y avait des rats qui grouillaient dans les coins. Ça, plus la méditation qui était vraiment barbante, alors je me disais, non, franchement, j'aurais aimé être autre chose. Enfin, il y a des moments où je n'étais pas tout à fait content de mon sort. J'aurais préféré être un peu plus libre. Ouais. À cet âge-là, ça n'était pas une vie d'être un Dalai Lama. Non, oui, c'est vrai que quelquefois, oui. Non. Votre sainteté, vous écoutez. Votre sainteté, je voudrais savoir quel est le message principal que Bouddha a légué, selon vous? Je crois que c'est surtout un message de non-violence, la tolérance. Une tolérance qui s'appuierait sur la compassion et le respect d'autrui. Je crois que c'est son principal message. Quel regard portez-vous sur le monde d'aujourd'hui, qui est un monde matérialiste, qui est un monde hyper actif? Quel regard portez-vous? Oui, enfin, le monde est matérialiste, il est matériel lui-même, mais en soi, on ne peut pas s'y opposer. Il faut reconnaître que le matérialisme nous a apporté quand même un certain confort, certaines bonnes choses. Le matérialisme nous apporte, disons, un confort donc matériel, comme son nom l'indique, et nous en avons bien besoin. Donc en soi, le matérialisme n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, c'est une partie nécessaire, mais non suffisante, bien sûr, à l'épanouissement de l'homme. Alors, cela étant, le monde progresse, en tout cas sur le plan matériel, mais il ne faudrait pas pour autant négliger nos qualités spirituelles. Alors, lorsqu'on parle de spiritualité, il ne s'agit pas nécessairement d'une foi religieuse, mais simplement l'idée de se cultiver un peu ou d'entretenir, d'accroître même si possible, une certaine qualité humaine. Je pense à des choses comme l'affection qui se cultive, ou même encore le sens de la communauté humaine ou de responsabilité. Ça, c'est des choses qui se cultivent, mais il est également essentiel d'être conscient du mal qui peut exister, en tout cas, du mal que peuvent faire certaines émotions telles que la haine, la peur, le doute, ou même la cupidité. Là, à mon sens, ce sont des émotions très destructrices. Puis en contrepartie, des émotions telles que la compassion ou le pardon, là, à mon sens, ce sont des compassions constructives. Donc il y a dans les émotions du positif comme du négatif. Et en fait, tout cela se rejoint. Lorsque l'on parle de l'esprit, des émotions, cela recouvre beaucoup de choses. Il y a dans ces choses des aspects positifs et d'autres négatifs. Alors, que l'on soit croyant ou non, finalement, nous avons tous en nous des émotions, nous portons des sentiments, et je crois que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir faire le tri parmi ces milliers d'émotions qui nous habitent et voir ce qui est positif et ce qui est négatif. Et puis, en fonction de cela, essayer à partir des choses positives qui sont en nous, essayer de les augmenter et puis au contraire réduire celles qui sont négatives, les réduire. Donc ceci nous permet de cultiver notre esprit. Je crois que ça c'est une démarche positive que nous pouvons faire pour nous cultiver et nous améliorer. En tant qu'être humain, nous n'avons pas simplement un corps physique mais également un esprit. Et là, il faut apprendre à nous connaître. En nous connaissant, nous atteignons une certaine sérénité. Je crois que c'est une des choses les plus fondamentales pour mener une vie
heureuse et avoir une famille heureuse autour de soi. Je crois que ce sont des choses relativement simples, mais qui sont présentes pour tous. Et je crois que c'est une technique toute simple. Pour pouvoir rester bien, eh bien, il faut essayer de développer et entretenir cette sérénité. Lorsque l'on se heurte à l'adversité, eh bien, il faut avoir en nous cette technique pour y faire face. Quelque chose qui me frappe dans vos déclarations, c'est qu'on a l'impression que vous considérez que le bouddhisme n'est pas bon pour tout le monde et que quand on a une spiritualité issue de la civilisation chrétienne, une autre issue de la civilisation musulmane, eh bien, vous dites, restez dans votre sphère d'influence intellectuelle, vous ne cherchez pas à débaucher des gens pour qu'ils rentrent dans le bouddhisme. C'est exact? Tout à fait. C'est-à-dire que si nous essayons de faire du prosélytisme, d'abord, dans un premier temps, de toute évidence, on se heurterait à tellement de choix possibles dans l'humanité que pourquoi nous plutôt qu'un autre? Il y a des systèmes qui fonctionnent bien. Pour certains peuples, il y a une religion telle que, je ne sais pas, le christianisme ou l'islam ou le judaïsme, qui sont essentiels finalement pour leur vie. Ils ont une idée d'avoir un créateur tout-puissant, et puis si ça fonctionne pour eux, eh bien très bien. Alors il y a toute une variété de religions qui existent. Pourquoi prétendre que la nôtre soit meilleure que les autres? Nous ne savons pas finalement ce qui convient le mieux à quelqu'un. Je crois que c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Et puis, encore une fois, si nous essayons de propager notre religion, et si tout le monde essaie d'en faire autant, eh bien, tôt ou tard, on se heurte à un conflit. C'est inévitable, ça, ce serait regrettable. Vous n'aimez pas les religions conquérantes, vous aimez mieux les comportements pacifiques, c'est bien ça? Bien sûr. Je crois que mon idée de base, c'est de se dire que il faut voir ce que moi, ce que je peux apporter au bénéfice de l'humanité à partir de mon expérience et de ma religion. Plutôt que d'essayer de propager ma religion, j'essaie de voir ce que je peux apporter. Je vous propose grand maître, je voudrais savoir qui choisit, ou plutôt comment reconnaît-on qu'un enfant est la réincarnation d'un grand maître ou d'une des personnalités, d'un des maîtres du bouddhisme? Comment le reconnaît-on? À quoi est-ce évident? Eh bien, d'abord, il faut se dire qu'il y a plusieurs sortes de réincarnation. Il y a, par exemple, la réincarnation d'une personne dans le sens où l'on reprend finalement son esprit dans une autre vie physique. C'est en quelque sorte la continuation de la même personne. Ça, c'est une forme de réincarnation. Et puis, il y en a une autre. Vous aurez quelqu'un qui présentera le même genre de qualité ou le même genre de potentiel et qui se présente en quelque sorte comme un successeur d'une autre réincarnation qui reprend en quelque sorte une activité, une tâche qui a commencé et qui n'est pas encore terminée. Donc c'est quelqu'un qui vient poursuivre une tâche pour donc succéder à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une autre possibilité. Autrement dit, quand il s'agit de choisir quelqu'un, il faut voir dans cette personne une expression d'une vie passée, voir si cette expression est visible. Ça, c'est un des facteurs pour reconnaître quelqu'un de réincarné. Ce qui veut dire clairement que plusieurs personnes dans plusieurs générations peuvent poursuivre une même et seule unité de vie, une seule vie d'une certaine manière, à travers plusieurs personnes. Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui.
Et d'ailleurs, pour soi-même, je crois que si l'on veut être de service pour les autres, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une vie après la mort, eh bien, on peut continuer une activité comme ça. Votre sainteté, vous avez choisi vous-même votre propre réincarnation qui sera votre successeur. In the past, at least I think the major. Il faut voir que par le passé, il y avait donc une tradition pour la réincarnation qui s'appuyait essentiellement sur... Donc, on attendait que la personne soit morte pour ensuite trouver son successeur qui a été réincarné. C'est vrai. Et puis, il y a d'autres situations, effectivement, où la réincarnation de quelqu'un pouvait être vue avant même que ce quelqu'un n'ait disparu. Et effectivement, on pouvait trouver un jeune garçon, une jeune fille qui était la réincarnation de quelqu'un qui était encore vivant. C'est arrivé. Et dans votre cas, comment cela se passera-t-il, si vous permettez? Ah ben ça dépendra d'un certain nombre de facteurs quand même. Si par exemple, je devais mourir la semaine prochaine, là, probablement, le peuple tibétain trouvera ou cherchera une réincarnation de la méthode traditionnelle. Alors si, par exemple, je ne devais mourir que dans 20 ou 30 ans, si la situation au Tibet devait évoluer, je ne sais pas, il faut comprendre que moi je cherche l'autonomie pour le Tibet. Donc si on arrivait à une situation qui pouvait garantir l'avenir de la culture tibétaine, alors là, évidemment, les choses se présenteraient différemment. Et donc, si la situation était telle que la majorité des Tibétains estimaient que l'institution du Dalai Lama, en quelque sorte, n'était plus tellement pertinente pour la culture tibétaine, eh bien, la notion même disparaîtrait. Il n'y aurait plus de Dalai Lama, et puis alors on ne s'intéresserait plus même à la question de réincarnation, de trouver un successeur et tout ça. On ne s'embêterait pas avec ces histoires-là. Mais alors, si, cela étant, les Tibétains voulaient quand même avoir une réincarnation de leur Dalai Lama, ils chercheraient le successeur, mais là, c'est une question de choix, la façon d'y procéder. C'est-à-dire qu'on peut choisir plusieurs méthodes pour s'y prendre. Donc, encore une fois, si moi, je trouvais une jeune personne qui pouvait se présenter comme un successeur fiable, eh bien, pourquoi pas, je pourrais choisir quelqu'un avant mon propre décès. Ma propre réincarnation, pourquoi pas. Je suis peut-être plus sûr comme ça. Oui, je vais revenir à Je voudrais me tourner vers vous à nouveau, votre sainteté, et vous demander de parler politique, c'est-à-dire de votre pays, le Tibet, qui est maintenant majoritairement peuplé par une colonisation chinoise. Les Tibétains sont minoritaires dans votre pays maintenant. Dans l'ensemble et selon nos informations, il semblerait que la population chinoise se chiffre à 7 à 8 millions d'habitants, alors que les Tibétains eux-mêmes, dans le Tibet, ne sont que 6 millions. Alors, il y a quand même certaines régions où vivent des nomades qui, à cause du climat, quelquefois, les Chinois ne peuvent pas s'y installer. Les conditions sont trop rudes. Et puis, il y a des coins où il n'y a ni les uns ni les autres. Mais à Lhasa, bon, c'est quand même une grande ville, notre capitale,
vous avez 2/3 de la population qui est chinoise. Et là, effectivement, les Tibétains sont nettement minoritaires. Le sort du Tibet, le sort de sa population est un des cas extrêmement étonnants, puisqu'au fond, nous vivons dans un univers qui, très vite, peut se porter au secours, faire de grandes pétitions, de grandes manifestations pour les peuples opprimés. Et on peut dire que si le Tibet, tout le monde a connaissance de sa situation depuis longtemps, on ne peut pas dire que les mouvements mondiaux pour sa libération aient été excessifs. Vous avez parlé dans Le Monde d'hier, dans le journal français Le Monde d'hier, de génocide culturel. Je voudrais, Votre Sainteté, que vous explicitiez ce que vous avez voulu dire. Bien, encore une fois, si l'on s'appuie sur la situation actuelle, qu'est-ce que l'on voit? On a l'impression que, de manière intentionnelle ou non, effectivement, il y a un génocide culturel. J'ai dit que c'était peut-être de manière non intentionnelle. En effet, il y a une libéralisation économique qui se répand partout. Et pour les Chinois, il y a des opportunités économiques au Tibet. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence. Alors, évidemment, le commerçant chinois va s'enrichir plus facilement au Tibet. Et puis, les Chinois, par ailleurs, lorsqu'ils se sont suffisamment enrichis, eh bien, ils font venir leur famille. Et donc, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs un nouveau pouvoir qui est là. Bien sûr, il y a un pouvoir étranger. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour changer les choses. Mais cette colonisation progressive de Lhasa et des grandes villes par les Chinois fait que peu à peu, le tibétain se trouve mis en minorité. Et la langue officielle, en tout cas de facto, dans les commerces, partout, eh bien c'est le chinois. C'est ça qui fait que progressivement, les choses changent. La culture, ne serait-ce qu'alimentaire, se fait coloniser, remplacer. Je ne sais pas, les chansons, tout devient chinois. Sa culture à la culture chinoise. Ça n'est pas quelque chose d'intentionnel, ce n'est pas une colonisation à dessein pour écraser la culture tibétaine, c'est la présence chinoise de facto. Et puis, il y a effectivement des choses qui sont décidées délibérément. Par exemple, dans les universités tibétaines, vous aurez des départements qui étaient traditionnellement ceux de la culture tibétaine, l'astrologie, la médecine traditionnelle, etc. Eh bien, ces départements universitaires, peu à peu, disparaissent. Et puis, vous en avez d'autres qui réapparaissent. Par contre, les étudiants tibétains sont de moins en moins nombreux. Les effectifs diminuent. De même, il y avait des cours de langue et de culture tibétaine. Là encore, ce cursus se réduit en peau de chagrin. Et là, il y a effectivement une volonté politique chinoise de détruire progressivement notre culture. Deux autres questions encore sur ce sujet, si vous permettez. Est-ce qu'on connaît le nombre de Tibétains qui ont été exterminés à l'intérieur des frontières du Tibet? Around 50... I think March 59. Je crois qu'en mars 59, de mars 59 jusqu'à septembre 1960, en tout cas au centre du Tibet et autour de Lhasa, il y a eu des morts par l'armée chinoise. Et les chiffres officiels dans les archives chinoises, c'est de 87 000 morts. Ça, c'est ce que l'on trouve dans des sources chinoises, les documents de l'armée chinoise. Enfin, ensuite, il y a eu un conflit ouvert qui a éclaté un peu plus tard.
et qui a provoqué d'autres victimes. Ça a duré jusqu'à 1963. Alors là, si on réévalue les chiffres, et là, ce n'est qu'une approximation très grossière, on arrive à 400 000 victimes. 400 000 morts aux mains de l'armée chinoise. Et puis, il faut y ajouter quelques 200 000 personnes qui se sont trouvées internées dans des camps de travail. Et puis encore, il y a, je ne sais pas, une centaine de milliers de personnes qui sont simplement mortes de faim. Et là, ça n'était pas le résultat d'une catastrophe naturelle, mais simplement parce qu'il y avait des politiques de rationnement alimentaire draconiennes. Dans certaines régions, au nord-est du Tibet notamment, je crois que de 1957 à 58, il y a eu une famine qui a décimé la population au centre du Tibet. Et là, je crois que c'était entre 62 et 63. Et là, dans un nombre invraisemblable de villages, également, la famine a fait des ravages. Alors, nous avons pu, grâce à des témoignages de gens qui y sont allés, on a pu l'impression de chiffrer à 1,2 million. De 6 millions quand on parle du Grand Tibet, c'est-à-dire le Tibet qui n'avait pas encore été morcelé comme il l'a été maintenant en 3 grands bouts et 2 petits. Oui. Au moment où est enregistrée cette émission, c'est-à-dire quelques heures avant sa diffusion, vous aurez vu les dirigeants socialistes français, en la personne de M. Jospin, vous aurez vu le maire de Paris, vous aurez été reçu à l'Assemblée conjointement par les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, sous la présidence de M. de Broissia et de M. Hurier. Vous n'aurez vu personne du gouvernement français. Qu'attendez-vous des Européens ? Of course, the president is the president. Évidemment, le président de la République, M. Chirac, je le connais depuis des années. Pour moi, c'est un ami, c'est une relation d'amitié personnelle avec lui. En tant qu'homme, en tant que chef d'État maintenant, évidemment, la situation se présente différemment. Il est le dirigeant de son pays et, à ce titre, il doit examiner tous les aspects des questions qu'on lui pose. Alors, si les réunions peuvent se faire, si on peut, je peux m'entretenir avec M. Chirac, bon, je le ferai. Je ne veux pas non plus peser d'un poids trop lourd. Sur le plan politique, je ne veux pas faire de gêne. Vous attendez quelque chose des Européens en tant qu'entité politique ? Oui. Tout récemment, je me suis rendu au Parlement européen à Strasbourg et j'ai eu l'occasion donc d'y prendre la parole. J'y ai trouvé un très très bon accueil. Et ça n'est pas neuf, ça fait des années que le Parlement européen m'a réservé l'accueil et le soutien le plus positif. Pour la cause tibétaine, bon, ils ne sont pas pro-Tibet, mais pro-justice. C'est au cœur de cette institution européenne, ce sentiment de justice qui se développe. Je pense que cela aura une incidence sur la politique chinoise. Bon, nous n'attendons pas des résultats immédiats. Je ne pense pas que du jour au lendemain les choses vont changer. Hélas, la politique chinoise actuelle est plus dure que jamais. D'ailleurs, pas simplement vis-à-vis du Tibet, mais également de Hong Kong et de Taïwan. Et là, l'opinion mondiale, à la force des choses, finira par avoir un poids. Votre sainteté, est-ce que vous pensez que le Tibet peut un jour disparaître, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que la voie médiane de la non-violence que vous avez choisie est la bonne solution? Évidemment, il y a toujours ce risque lorsque l'on parle de la situation du Tibet actuelle.
On voit qu'il y a toutes sortes de facteurs qui sont intervenus pour arriver à l'état des choses actuelles, et on se dit que là maintenant le temps nous manque et que la situation ne fait que s'aggraver. Par ailleurs, quand on examine la situation avec un peu plus de recul sur le plan international, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les systèmes totalitaires, les systèmes marxistes notamment, ont disparu, en tout cas du continent européen. On les retrouve en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, et dans une certaine mesure à Cuba. Mais à part cela, les systèmes marxistes totalitaires ont disparu de la planète. Dans des versions décolorées. Oui, mais non, pour parler de la Chine plus particulièrement. Et là, on s'intéresse à l'élite intellectuelle, les écrivains. On trouve en Chine des gens qui manifestent peu à peu un soutien pour notre cause. Et là, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Et puis, on voit d'autre part que l'esprit des Tibétains s'est maintenu. La génération suivante a gardé le moral et est encore plus, à la limite, volontariste que la génération précédente. Et on voit, dans le monde extérieur, de plus en plus de soutien qui nous est apporté. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'espoir. Est-ce que vous ne craignez pas que parmi vos supporters, parmi les Tibétains en exil, il y ait des gens qui un jour choisissent la violence, comme on l'a vu un peu partout à travers le monde, et donc qui vous débordent? Oui, vous trouverez des gens, aussi bien d'ailleurs à l'extérieur du Tibet qu'à l'intérieur, qui critiquent ma façon d'aborder les choses et qui préconisent au contraire la violence en disant que c'est la seule façon d'arriver à ses fins. Moi, je me suis toujours porté en faux contre cette attitude. Et ça, c'est le résultat de ma propre expérience. J'ai vu qu'en se tenant à la non-violence, on arrive à obtenir l'appui même des Chinois, en tout cas d'une partie de la population chinoise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, les écrivains, les intellectuels, etc. Et ça, c'est le résultat de la non-violence. C'est un résultat positif de cette philosophie non-violente. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que, qu'on le veuille ou non, nous sommes voisins, nous devons vivre aux côtés les uns des autres. Au cours des 2000 dernières années et au cours des 2000 prochaines années, les Tibétains et les Chinois auront été et seront voisins. Quelquefois, leurs relations seront bonnes, d'autres fois mauvaises, mais pour avoir de bonnes relations, il est essentiel de mener ces combats de manière non violente.